Quelque chose remonte des profondeurs et ça devrait pas arriver. Nous parlons d'une zone située entre 600 et 1000 mètres sous la surface de l'océan. Ce n'est donc pas juste profond, c'est un monde totalement différent. C'est là que vivent les régalèques. Vivre là-bas peut être rude. La pression est écrasante. Les températures avoisinent presque 0 degré Celsius et il y règne une obscurité totale. Les créatures de ce monde n'ont presque aucun lien avec les animaux que nous connaissons et le régalèque appartient à cet endroit depuis des lustres. La plupart des biologistes marins font toute leur carrière sans jamais en voir un en vrai. La plupart des gens sur Terre n'en verront jamais, alors ce n'est pas normal quand ils commencent à s'échouer sur les plages. En fait, ce n'est pas arrivé 1 ou 2 fois seulement. Ils ont été aperçus dans différents endroits, comme la Tasmanie, la Californie, le Vietnam, le Mexique et le Japon. En gros, en l'espace de quelques mois, les profondeurs marines ont fait remonter quelque chose qu'elles gardent normalement caché partout dans le monde. Ceux qui connaissent le mieux cette créature, les pêcheurs japonais et les communautés côtières qui vivent aux côtés de cette légende depuis des siècles, observent les rivages avec une crainte grandissante. Surtout parce qu'ils se souviennent très bien de ce qui s'est passé la dernière fois. Quand une créature fragile, conçue pour survivre dans les abysses glacés et écrasants, décide soudainement que la surface lumineuse est un endroit plus sûr, il faut se demander quelle force terrifiante l'a chassé de l'obscurité. On ne peut pas comparer le régalèque à rien d'autre dans l'océan. Il est considéré comme le plus long poisson osseux sur Terre, mesurant jusqu'à 36 pieds de long. Son corps est plat, d'un argent métallique, avec une nageoire dorsale rouge vif qui court sur toute la longueur de son épine dorsale. Il n'a ni dents ni vessie natatoire. Comment se déplace-t-il alors ? Cela ressemble plus à du surplace qu'à de la nage, suspendu verticalement dans la colonne d'eau alors qu'il dérive silencieusement vers le haut. Les témoins qui en ont vu un vivant décrivent le mouvement comme profondément troublant, trop lent, trop délibéré, comme quelque chose qui sait qu'il n'a pas besoin de se presser. Si vous en voyez un échoué sur le rivage, vous penserez probablement qu'il s'agit d'une créature échappée d'un cauchemar plutôt que d'un poisson. Les personnes qui en trouvent décrivent la même réaction à chaque fois. Pas de l'excitation, mais du malaise. Le sentiment que cette chose n'était pas censée être vue. Ce qui explique probablement pourquoi les communautés côtières japonaises l'appellent Ryugu no Tsukai depuis des siècles. Cela signifie « messager du palais du roi dragon ». Les gens le considèrent comme un message envoyé des profondeurs pour délivrer un avertissement. Un tremblement de terre arrive. En 2011, quelques mois seulement avant le séisme de Tohoku, des régalèques ont commencé à apparaître sur les plages. Peu après, un tsunami massif provoqué par le séisme a coûté la vie à près de 20 000 personnes au Japon. Les pêcheurs ont noté qu'une vingtaine de régalèques s'étaient échoués le long du littoral avant la tragédie. Ce n'était pas la première fois. Les archives historiques japonaises documentent des apparitions de régalèques avant de multiples événements sismiques majeurs remontant à des siècles. Prenons le séisme de la mer du Japon de 1983 ou le séisme d'Hokkaido de 1993. À l'époque, les communautés locales avaient également signalé l'apparition de poissons rubans sur les plages avant que les secousses ne commencent. C'est devenu une légende, une partie du folklore traitée comme un fait, indépendamment de ce que disent les scientifiques. Que disent-ils ? Les scientifiques soutiennent qu'il n'existe aucun lien scientifiquement établi ni aucun mécanisme prouvé. Ils n'ont trouvé aucun lien entre les apparitions de régalèques et l'activité sismique. Pourquoi ? Parce que les échantillons sont trop petits et que la corrélation pourrait n'être qu'une coïncidence. La position officielle publiée par des chercheurs de l'université de Shiowa au Japon affirme qu'en ce qui concerne les données historiques sur plus de 330 ans, il n'existe aucune relation statistiquement significative entre les observations de régalèques et les tremblements de terre survenant dans les 30 jours et dans un rayon de 100 km du lieu de l'observation. Eh bien, nous y reviendrons, car en ce moment, en 2025 et 2026, des régalèques apparaissent partout. En 2025, un régalèque massif s'est échoué sur une plage en Tasmanie, en Australie. Des habitants qui n'avaient jamais rien vu de tel se sont pris en photo à côté pour donner une idée de l'échelle. Le poisson était énorme.
Les médias du monde entier ont fait de cette histoire un gros titre international, juste pour une journée. Puis le cycle de l'actualité est passé à autre chose, comme toujours. Personne n'a posé la question évidente, que faisait-il là en premier lieu? Le Régalec ne s'est pas arrêté là. Début 2026, 2 d'entre eux ont été aperçus près de Los Cabos, au Mexique. Cette fois, ils étaient vivants, nageant tranquillement près de la surface, assez près pour que des touristes puissent les filmer. Le truc, c'est qu'ils n'avaient rien à faire dans cette zone et à se comporter de la sorte. Les vidéos sont devenues virales en quelques heures. Des biologistes marins au Mexique ont donné des interviews pour appeler au calme, soulignant que les régalecs s'approchent parfois des eaux peu profondes lorsqu'ils sont malades ou mourants, et que ces observations avaient probablement une explication biologique simple. Mais cette explication n'a pas vraiment empêché l'histoire de devenir virale. Elle n'expliquait pas non plus pourquoi cela s'est reproduit peu de temps après. Des signalements d'apparition de régalecs ont recommencé à arriver de Californie, du Vietnam et du Japon. Chacun a été consigné discrètement et ignoré par les médias traditionnels en moins de 48 heures. Il se passe assurément quelque chose d'inhabituel. La question est de savoir pourquoi. Nous pouvons envisager la chose de 2 manières différentes. L'explication scientifique est la suivante. Les régalecs ne sont pas réellement rares, ils sont simplement rarement observés car ils vivent à de très grandes profondeurs. Lorsqu'ils apparaissent près de la surface, c'est généralement parce qu'ils sont malades, blessés ou mourants. Cela pourrait être dû au changement de température des océans ces dernières années, en particulier dans le Pacifique. Il est possible que l'évolution des conditions de l'eau pousse les espèces des grands fonds à adopter des comportements inhabituels, les amenant à remonter vers la surface d'une manière qu'elles ne devraient normalement pas avoir. Ça semble raisonnable, non? Peut-être, mais en même temps c'est assez alarmant. Cela signifie que la stabilité océanique qui a duré des millions d'années est en réalité terminée. L'autre explication n'est pas plus rassurante. Elle provient de chercheurs japonais qui ont passé des années à essayer de prendre le folklore suffisamment au sérieux pour l'étudier scientifiquement. Une hypothèse suggère que les régalecs, qui vivent si près du fond marin, pourraient être sensibles aux changements électromagnétiques et à l'activité microséismique qui précède les séismes majeurs. La tension le long des plaques tectoniques peut générer des signaux subtils qui peuvent être détectés par les régalecs tout au fond. En fait, l'idée que les animaux se comportent étrangement avant les tremblements de terre est bien documentée par les chercheurs. Les éléphants se sont dirigés vers les hauteurs avant le tsunami de l'océan Indien en 2004. Les chiens et le bétail se comportent de manière erratique avant de nombreux événements sismiques majeurs. Des crapauds ont abandonné leur mare de reproduction quelques jours avant le séisme de l'Aquila, en Italie en 2009. Rien de tout cela n'est totalement expliqué, mais c'est bien arrivé. Voici ce que nous savons avec certitude. La ceinture tectonique qui entoure l'océan Pacifique, appelée la ceinture de feu, est responsable d'environ 90% des tremblements de terre dans le monde, et elle est inhabituellement active depuis des décennies. La plaque pacifique est en mouvement. Elle ne s'arrête jamais de bouger, mais parfois elle se déplace de manières qui ont plus d'importance que d'habitude. Tous les lieux que nous avons mentionnés, le Japon, la côte ouest des États-Unis, le Mexique et le Vietnam, se trouvent en réalité directement sur la ceinture de feu. Cela ne prouve rien. Les scientifiques ont raison d'être prudents. L'étude japonaise de 2019 n'a révélé aucun lien significatif, et cette étude portait sur 3 siècles de données. Mais d'un autre côté, le régalec ne se soucie pas vraiment de la taille des échantillons ou des statistiques. Il ne donne pas de conférence de presse, mais il sait ce qu'il ressent dans les eaux sombres qui l'entourent. Et en ce moment même, à travers plusieurs océans, sur des milliers de kilomètres de pleine mer, il quitte les profondeurs. Considérons un dernier point. Ce poisson est là depuis des millions d'années, survivant à chaque événement d'extinction massive qui a remodelé la vie sur cette planète. Il a été témoin de la disparition des dinosaures et était déjà là avant même que les continents ne prennent leur forme actuelle. Alors, quand quelque chose d'aussi ancien commence à se comporter différemment à travers plusieurs océans simultanément, cela mérite plus qu'un simple coup d'œil. Peut-être devrions-nous prêter attention aux avertissements, comme le font les pêcheurs japonais. Ce sont des messagers des profondeurs qui nous rappellent que quelque chose est en train de changer fondamentalement. Le fond océanique est en train de bouger, et les créatures qui vivent au plus près de celui-ci s'en vont. Le plus ancien système d'alerte de la planète est en train de se déclencher.
La vallée de la mort, l'endroit le plus chaud, le plus sec et le plus bas d'Amérique du Nord. C'est aussi un parc national plus grand que certains pays entiers, comme Chypre ou la Gambie. Mais ce qui rend ces déserts vraiment uniques, c'est qu'il abrite l'un des poissons les plus rares de la planète. Non seulement il prospère dans le désert, mais il survit aussi avec très peu d'oxygène et se prélasse dans une eau assez chaude pour cuire votre saumon. Avant toute chose, le fait que ces petits gars vivent dans le désert ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau. Même ces poissons hors du commun ont besoin de ce précieux liquide, comme n'importe quel autre poisson. Ne tombez pas dans l'idée reçue que désert signifie absence d'eau. Par exemple, l'Antarctique est techniquement un désert polaire, mais imaginez la quantité d'eau que vous obtiendriez en faisant fondre toute cette glace. Donc, les déserts ne se définissent pas par l'absence totale d'eau, ils se définissent par des précipitations extrêmement faibles. C'est pourquoi vous ne verrez généralement pas beaucoup d'eau en surface. Dans la vallée de la mort, si vous voulez en trouver, il faudra chercher plus profond, parfois dans des fissures inquiétantes dans le sol. En voici une, Devil's Hole. Maintenant que vous êtes au bord de ce trou, ne sautez pas dedans, contentez-vous de regarder. Vous voyez cette tache sombre? C'est entièrement de l'eau. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. La caverne s'est formée il y a environ 500 000 ans, et l'ensemble du système est extrêmement sensible. On y observe même des sèches, des vagues de balancement dans l'eau qui peuvent être déclenchées par des séismes lointains. Ainsi, un tremblement de terre au Japon peut réellement affecter l'activité géologique jusqu'au Nevada. Inutile de dire que le fond n'a jamais été entièrement cartographié. Les passages et ramifications là-dessous sont étroits, et ceux qui tentent de les explorer ont la fâcheuse habitude de ne jamais revenir. C'est déjà arrivé plusieurs fois, et là-dessous, là où l'homme ne peut même pas accéder, encore moins survivre, vit un petit banc de poissons extrêmement résistants, les pupfish de Devil's Hole. Ils ont été découverts il y a environ 100 ans. Ces poissons ne plongent pas en profondeur, ils restent près de la surface. Bien que Devil's Hole fasse plus de 130 mètres de profondeur, les pupfish ne se trouvent que dans les 25 premiers mètres. Rien de très impressionnant jusque-là, mais pour vraiment mesurer à quel point ces poissons sont résistants, il faut comprendre comment fonctionne l'oxygène et la physiologie des poissons. Commençons par un peu de théorie. Il existe une unité appelée partie par million, utilisée pour mesurer la concentration de substances dans l'eau, dont l'oxygène. Pour qu'un poisson ordinaire prospère, l'oxygène dissous doit être d'environ 5 à 6 parties par million. Mais dans Devil's Hole, le taux d'oxygène dissous n'est que d'environ 2,5 à 3 parties par million. Des niveaux d'oxygène dissous inférieurs à 3 parties par million deviennent stressants pour la plupart des organismes aquatiques, et des niveaux très bas ne permettent généralement pas la survie des poissons. En gros, les pupfish de Devil's Hole ne reçoivent qu'environ 50% de l'oxygène dont un poisson normal a besoin. Pour traduire ça en termes humains, un poisson normal dans ces conditions ressentirait la même chose qu'une personne lambda, non préparée, au sommet de l'Everest, en grave manque d'oxygène. La plupart des poissons y passeraient tout simplement dans ces conditions. Et il y a un détail supplémentaire qui aggrave encore les choses. L'eau plus chaude retient moins d'oxygène et accélère aussi le métabolisme des poissons, ce qui rend 2,5 parties par million bien plus létal en été qu'en hiver. N'oubliez pas, on parle d'une fissure dans la vallée de la mort. Les hivers ici ne sont pas aussi rudes qu'au Canada, mais les étés sont absolument torrides. Maintenant, vous commencez à voir le double problème. Non seulement il y a très peu d'oxygène, mais l'eau est aussi extrêmement chaude pour un poisson ordinaire. Dans Devil's Hole, la température de l'eau peut atteindre 42 degrés Celsius. Et si vous pensez, bof, c'est pas un café McDonald's, je comprends. C'est vrai que ce qu'on considère comme vraiment chaud peut atteindre, disons, 77 degrés. Mais la plupart des poissons d'aquarium prospèrent entre 24 et 27 degrés. Et beaucoup de poissons tropicaux commencent à souffrir quand l'eau dépasse 32 degrés. Et quand j'ai dit que l'eau de Devil's Hole pouvait cuire votre saumon, je ne mentais pas non plus, j'ai juste un peu exagéré. Cette température ne vous cuira pas un steak, mais certaines techniques de cuisson utilisent ces conditions. Par exemple, si vous aimez votre poisson saignant. Si vous voulez imaginer ce que ça fait d'être un pupfish, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà été dans un jacuzzi? Si la réponse est oui, alors vous savez à peu près ce que c'est, mais en un peu plus chaud que d'habitude. Les jacuzzis sont normalement réglés entre 38 et 39 degrés, et la température maximale sans danger pour un adulte est d'environ 40 degrés. La température dans Devil's Hole peut être encore de quelques degrés supérieure. Quant à leur apparence, ces poissons sont bleus et minuscules,
d'environ 2 à 3 cm de long. Cette taille est tout à fait logique. Devil's Hall est un espace confiné, donc un gros poisson n'aurait pas beaucoup de place pour se déplacer. Donc peu d'oxygène, eau chaude. Mais comment des poissons ont-ils atterri ici au départ? Normalement, les animaux se dispersent d'un endroit à un autre via des habitats connectés, des rivières, des lacs ou des côtes. Mais Devil's Hall n'a rien de tout ça. C'est complètement isolé. Les chercheurs pensent que la réponse remonte à des milliers d'années. Il y a environ 11 000 ans, le climat de cette région a commencé à changer radicalement. À l'époque, la zone avait un tout autre visage. Au lieu du désert, il y avait un vaste réseau de lacs peu profonds et de rivières répartis dans toute la région. Avec le temps, ces eaux se sont lentement asséchées. À mesure que l'ancien réseau de lacs disparaissait, seules quelques sources d'eau subsistaient, des sources salées et isolées disséminées dans le désert. Certaines populations de pupfish ont survécu dans ces sources, coupées les unes des autres. L'isolement peut avoir ses avantages. C'est un petit monde bien fermé, sans prédateurs naturels. Et comme ces poissons se nourrissent d'algues, ils n'ont même pas besoin de chasser. Leur nourriture est partout, comme un buffet à volonté naturelle. Mais il y a un hic. En 2024, les chercheurs ont compté 191 poissons. En 2025, il n'en restait que 38. 2 tremblements de terre seraient à l'origine de cette chute soudaine de la population. Les secousses ont perturbé les algues, principale source de nourriture des poissons, et ont probablement endommagé leurs œufs aussi. Et il est difficile de dire ce que l'avenir leur réserve, d'autant que de nombreuses tentatives de conservation ex situ, c'est-à-dire les élever en dehors de leur fissure d'origine, ont échoué jusqu'ici. Ce ne sont pas seulement les séismes. Dans les années 70, des éleveurs voisins, les Capertz, ont pompé les eaux souterraines pour l'irrigation. Le pompage a baissé le niveau d'eau dans la caverne, menaçant un rebord peu profond baigné de soleil où les poissons se reproduisent. C'est devenu si grave que la Cour suprême des États-Unis a restreint ce pompage. Le pupfish de Devil's Hall n'est pas le seul poisson rare et inhabituel. Voici le goby du désert. Et non, ces poissons ne vivent pas dans le désert de Gobi, mais en Australie. Et honnêtement, celui-ci pourrait être encore plus résistant que le pupfish. Cette espèce s'appelle scientifiquement Chlamydogobius eremias. En Australie méridionale, il y a le lac Eyre. C'est un bon point de repère, et en plus, il est magnifique. Les gobies du désert ne vivent pas dans le lac lui-même, car il est très difficile d'y survivre, même pour les poissons les plus résistants. Ils vivent plutôt dans des sources d'eau douce isolées, des forages artésiens, des puits et des mares temporaires, généralement autour de rochers et d'autres abris immergés. Ces poissons supportent des températures extrêmement élevées et des variations spectaculaires, allant d'environ 5 degrés à 41 degrés Celsius. Les variations de pH ne les dérangent pas beaucoup non plus. L'échelle de pH mesure l'acidité et l'alcalinité. Ils tolèrent une eau avec un pH allant de 6,5 à 11. Ça signifie que les gobies du désert survivent dans des conditions comparables à une eau légèrement acide, autour de 6,5 à 7 au sang humain, environ 7,4, à des solutions de bicarbonate ou de borax, autour de 9 à 10, et même à des solutions d'ammoniac dilué vers 11. Ils prospèrent aussi dans une salinité très élevée. Certains bassins intérieurs où ils vivent ont une salinité allant d'environ 1 à 37,5 pour 1000, alors que l'océan est en moyenne à 35 pour 1000. Et ils ont besoin d'encore moins d'oxygène dissous que les pupfish. Des niveaux aussi bas que 0,8 parties par million restent supportables. Bien qu'ils ne soient pas amphibies, ils peuvent survivre en conditions hypoxiques grâce à une forme de respiration aérienne. Le poisson maintient une bulle d'air appelée bulle buccale contre le palais de sa bouche et en extrait l'oxygène. Bon, je suis impressionné. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Lequel est le plus résistant? Dites-le moi en commentaire.